Puisque nous avons la chance exceptionnelle, non pas d'avoir avec nous un ministre, mais d'avoir un ministre à l'heure. C'est parce que je suis plus ministre. Un directeur d'agence à l'heure. Eh bien, je voudrais qu'on ouvre donc cette séance, après cette merveilleuse séance de ce matin. Cette séance de cet après-midi va être consacrée aux disparités régionales. Vous savez qu'il existe de très nombreux rapports ont rappelé depuis ces 20 dernières années les disparités régionales qui existent dans l'état de santé des Français et dans notre système de soins. On sait par exemple que l'espérance de vie des hommes dans certaines régions est de 5 ans inférieure par rapport à d'autres régions. On sait aussi que la prévalence de certaines maladies, par exemple la maladie cardiovasculaire ou le cancer, est différente selon les régions. On sait aussi que les politiques de prévention, par exemple chez les enfants, donnent des résultats différents. On sait aussi qu'il y a des variabilités géographiques de prescription et de pratiques médicales, par exemple les césariennes. On sait aussi qu'il y a de grandes disparités de démographie médicale des néphrologues, et puis aussi de démographie quelquefois médicale des universitaires, par exemple dans les facultés de médecine. C'est un sujet plutôt chaud. Et tout ceci peut amener à des différences de dépenses, des allocations et des ressources. Alors la vraie question, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces disparités. Est-ce que ce sont des disparités qui n'ont pas de conséquences réelles sur la qualité des soins et sur la prise en charge des personnes, ou bien est-ce que ce sont des inégalités? Et c'est donc aujourd'hui adapté à la maladie rénale et adapté à l'insuffisance rénale le point que nous allons aborder. Et on va donc commencer par le premier exposé donc de monsieur Évin sur les inégalités d'accès aux soins en Île-de-France. C'est une journée qui ne va pas être ennuyeuse, puisque comme vous le voyez là-haut, sur un éditorial que j'avais eu le plaisir d'écrire avec mon ami Bernard Cano, sur justement les inégalités ou les disparités, donc c'était il y a déjà 10 ans, j'avais retrouvé cette phrase tirée des fables d'Antoine Oudard de la Motte: l'ennui naquit un jour de l'uniformité. Et bien vous allez le voir, nous ne sommes pas dans l'uniformité. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le professeur Godin. Je voudrais saluer le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, saluer le président Moulin aussi, président de la Société de néphrologie, et puis chacune et chacun d'entre vous qui êtes présents, et puis avoir peut-être une pensée toute particulière pour le professeur Gabriel Richet, qui était un grand néphrologue et membre de l'Académie d'ailleurs, et qui est disparu en octobre dernier. Je crois effectivement, et c'est sans doute à ce titre que vous m'avez demandé de dire quelques mots à l'occasion de cette journée, je crois, monsieur le professeur Godin, que vous avez effectivement pointé, en tous les cas, l'une des préoccupations d'un directeur général d'agence régionale de santé, qui est comment peut-on traiter la question des inégalités. Et à plus forte raison en Île-de-France. L'Île-de-France, vous le savez, globalement, je m'éloigne un peu, mais pour y revenir ensuite à la question de la néphrologie, la question du rein, l'Île-de-France, on a globalement des indicateurs très bons comparativement à l'ensemble des régions françaises. Mais je dis, on a des indicateurs globalement très bons, parce qu'on a la chance d'avoir une population encore jeune, même si cette population vieillit et que ces indicateurs globaux ne resteront sans doute pas ce qu'ils sont. Mais à l'intérieur de la région, nous avons justement des très grandes inégalités. Et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de notre système de santé, qui est quand même dans les pays industrialisés, dans notre pays, un système de santé qui répond globalement à une prise en charge absolument déterminante pour la population, mais qui malheureusement laisse perdurer des inégalités en termes de
de pathologies en termes épidémiologiques, et puis des inégalités aussi, par ailleurs, d'offres de santé et d'accès aux soins. Et c'est en effet pour nous un sujet de préoccupation de réduire ces inégalités, et donc d'avoir une démarche qui soit plus adaptée, plus ciblée à des situations différentes selon les territoires, car à l'intérieur d'une région comme Île-de-France, on identifie les territoires qui effectivement marquent des situations épidémiologiques particulièrement dégradées. En général, d'ailleurs, il y a un lien entre la situation épidémiologique dégradée et la situation sociale aussi dégradée, d'où la nécessité d'avoir une appréhension globale des problèmes de santé et de ne pas limiter la démarche, et notamment la démarche de l'Agence régionale de santé, à la question de l'accès aux soins, à la question de l'offre de soins, qui est naturellement déterminante, mais qui, dans la région Île-de-France, là aussi, pour certains aspects, est quand même assez atypique comparativement aux autres régions, puisque nous avons quand même la chance d'avoir là aussi un parc, notamment hospitalier, particulièrement important, et des conditions de transport différentes que dans beaucoup d'autres régions. Et donc la question de l'inégalité géographique peut se résoudre en Île-de-France de manière sans doute plus confortable que dans d'autres régions. Mais nous ne souhaitons pas nous limiter à la seule question de l'organisation de l'offre de soins, mais travailler aussi sur les déterminants de santé et ce qui conduit effectivement à des situations très inégales que je viens d'évoquer. C'est un des sujets qui vous préoccupe et nous pouvons, et j'y reviendrai d'ailleurs, de ce point de vue, souhaiter que les partenariats puissent se développer entre les professionnels, les représentants des patients, Monsieur le Président, je suis heureux de vous saluer, et l'agence ou les agences régionales de santé d'une manière générale. En ce qui concerne l'insuffisance rénale, en Île-de-France, on considère qu'on a environ 13 000 patients qui présentent une insuffisance rénale, arrivés au stade, en tous les cas, de la suppléance, que ce soit en dialyse ou porteurs d'un greffon. Et le nombre de patients dialysés augmente. Il augmente de 1 à 2% par an. Il dépassait 7 200 patients en 2013. Et on considère qu'il y a 6 000 franciliens à peu près qui sont porteurs d'un greffon fonctionnel. Et ces chiffres augmentent car les prises en charge sont de plus en plus efficaces et qu'il y a donc plus de patients vivants, et nous pouvons nous en réjouir, mais aussi parce que les facteurs de risque vasculaire que sont le diabète, l'hypertension artérielle sont en croissance constante. Et les franciliens sont d'ailleurs, de ce point de vue, plus touchés par l'insuffisance rénale chronique que le reste des Français. Les chiffres d'incidence des patients dialysés, ils sont plus élevés que ceux que nous constatons France entière, puisque nous considérons que nous avons 173 patients dialysés par million d'habitants en Île-de-France pour 154 patients dialysés par million d'habitants pour le reste de la France. Et puis en plus, on constate justement, c'est ce que j'évoquais dans mes propos introductifs, rebondissant sur les propos du président qui avait introduit cet après-midi, il existe des inégalités au sein même de notre région entre les départements. La moyenne régionale d'incidence est donc, comme je le disais, de 173 par million d'habitants, mais si on regarde la Seine-Saint-Denis, c'est 231 par million d'habitants. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cet état des lieux? D'abord, que la prévention est insuffisante. C'est assez paradoxal parce que la prévention, dépistage de la maladie rénale, du diabète, de l'hypertension artérielle, tous ces dépistages font appel à des examens qui sont particulièrement simples et qui sont en fait peu onéreux. Alors que la prise en charge au stade de suppléance, elle atteint un coût très lourd, tant pour les malades, un coût pas seulement financier d'ailleurs pour les malades, parce que c'est un coût en termes de charges que ça représente pour eux. Leur vie, celle de leur famille est complètement bouleversée par cette situation, mais aussi un coût pour la collectivité, puisque en effet, ces traitements qui sont des traitements techniques et complexes sont particulièrement onéreux.
On peut aussi en conclure d'ailleurs, ou en tous les cas observer, que nous avons besoin d'améliorer la prise en charge. En Île-de-France, tous les patients présentant une insuffisance rénale au stade de suppléance sont pris en charge dans des structures proches de leur domicile ou de leur lieu de travail. Cependant, je pense qu'on peut améliorer cette situation. Parce que les modalités de dialyse nécessitent effectivement d'évoluer. Bien que la gradation des soins soit globalement respectée, on constate que les modes de dialyse qui favorisent le plus l'autonomie des patients sont insuffisamment développés. C'est pourquoi nous avons favorisé dans notre région des modalités innovantes comme la dialyse longue nocturne ou la dialyse quotidienne via des appels d'offres et notre schéma régional d'organisation des soins est là pour organiser ce mode de prise en charge. Les greffes, par ailleurs, elles sont moins développées en France que dans d'autres pays industrialisés. Je pense que vous en avez fait le constat bien avant moi au cours de cette journée. 45 transplantations rénales par million d'habitants en France, on constate 55 par exemple en Norvège. Alors que c'est une prise en charge qui favorise le retour des patients à une situation plus physiologique et à un mode de vie plus normal, tout en étant aussi là moins coûteuse globalement pour la collectivité. Les données de l'Agence de la biomédecine ont montré qu'en 2013, les patients franciliens doivent attendre plus longtemps, là aussi, autre inégalité, doivent attendre plus longtemps que la moyenne des Français pour accéder à une greffe. Le temps d'attente des malades inscrits entre 2008 et 2013 était de plus de 40 mois, alors qu'elle était de 24 mois pour la France entière. Actuellement, le nombre de franciliens en attente d'une greffe est d'environ 3500. Il était d'un peu moins de 2500 en 2008. Malheureusement, on voit bien que la situation s'aggrave et que le taux d'accès à la greffe diminue chaque année. Cet état des lieux est insatisfaisant. C'est l'un des moteurs d'ailleurs de l'action de l'agence qui a fait de l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique un projet stratégique. Les États généraux du Rhin auxquels nous avons participé en 2013 ont montré que les patients étaient force de proposition pour améliorer le système de santé et les conditions de leur prise en charge, qu'elles soient médicales ou psychosociales. Ainsi, un plan d'action a été élaboré avec l'ensemble des partenaires médicaux et administratifs, ainsi qu'avec les représentants des associations de patients, que sont la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, la FNAIR, Rénalo, qui est l'association, une autre association de patients, ou la Ligue Rein et Santé. Ce plan d'action, il est structuré autour de 3 axes de travail. Tout d'abord, la prévention et le dépistage. La spécificité des campagnes de dépistage que nous conduisons en Île-de-France est que nous cherchons une pathologie. La spécificité, est le fait que nous recherchons une pathologie rénale, mais aussi l'ensemble des facteurs de risques associés, que sont le diabète, l'hypertension artérielle, ainsi que le surpoids et l'obésité. Pendant cette semaine nationale du Rhin, 60 sites dans lesquels travaillent les équipes de néphrologie, ainsi que des centres de santé, proposent un dépistage anonyme et gratuit, comportant une recherche d'albuminurie, un dosage de glycémie capillaire, une mesure de la tension artérielle, et une détermination de l'indice de masse corporelle. Ces actions sont conduites en collaboration étroite avec la FNAIR, avec le réseau RENIF, qui est le réseau de néphrologie Île-de-France, qui ont été d'ailleurs les précurseurs des actions de dépistage dans les années précédentes, ainsi qu'avec l'Association française des diabétiques et le réseau obésité multidisciplinaire des départements franciliens Ronde. Cette année, la quasi-totalité des équipes médicales concernées, ainsi que les établissements où ils exercent, ont répondu favorablement à notre sollicitation. Les personnes dont le dépistage aura été positif se verront remettre une enveloppe T à donner à leur médecin traitant pour que nous puissions évaluer l'impact de cette action tout en protégeant l'anonymat. Nous pourrons ainsi savoir quel est le pourcentage de personnes dépistées qui ont ensuite été suivies et pour lequel le dépistage aura été utile. Je crois qu'il est important
que nous puissions effectivement développer une politique aussi d'évaluation des actions qui sont conduites. Pendant la Semaine nationale du diabète en juin prochain, le dépistage suivra la même méthodologie dans les sites comportant des compétences en diabéto-endocrinologie. Les résultats de ces 2 semaines seront d'ailleurs présentés à l'ensemble des partenaires lors d'un colloque que nous organiserons en fin d'année. Nous espérons, au cours des années suivantes, que ces campagnes d'information et de dépistage puissent être étendues à d'autres partenaires. Le deuxième axe du plan d'action, c'est la question de l'annonce de la phase de suppléance. Lors des États généraux du Rhin, un certain nombre de souhaits ont été exprimés, souhaits concernant l'amélioration de la relation soignant-soigné, la nécessité de favoriser la bientraitance, la participation des patients, de leurs familles aux décisions thérapeutiques. Nous avons entendu ces besoins et je souhaite que l'on puisse y répondre. L'arrivée des patients au stade de suppléance est en effet un moment particulièrement délicat, d'autant plus qu'il se produit souvent dans l'urgence. Les problèmes techniques, voire la mise en jeu du pronostic vital, font souvent passer au second plan le bouleversement majeur qui frappe à ce moment-là les patients. Pour améliorer l'accompagnement des malades dans ce moment difficile, nous souhaitons développer 2 modules correspondant aux 2 phases de la consultation d'annonce. D'une part, une formation des futurs néphrologues à cette consultation d'annonce. Pour cela, un module de formation par simulation va être expérimenté en collaboration avec les associations de patients, avec les responsables de la formation de la spécialisée et avec les plateformes de simulation. Et puis d'autre part, des modules d'information seront proposés à tous les patients et à leurs familles. Bien entendu, là aussi, ces modules feront l'objet d'une évaluation. Un appel à projets sera lancé à ce sujet dans quelques semaines et les projets les plus innovants et ceux qui déploieront une stratégie de prise en charge territoriale commune à plusieurs équipes seront prioritairement sélectionnés. Et puis le troisième axe de travail, c'est la question de la greffe. Nous avons décidé d'engager une réflexion sur l'organisation de cette activité qui va être menée au cours de cette année avec l'aide d'un consultant afin de réaliser un bilan partagé qui conduira à un plan d'action présenté à la fin de cette année. Ce travail sera conduit par l'Agence régionale de santé en collaboration avec l'ensemble des équipes, avec l'Agence de la biomédecine. J'en ai évoqué cette action avec la directrice générale de l'Agence de biomédecine hier d'ailleurs, et aussi avec les représentants des patients. Parallèlement à cette action, d'autres sont déjà en cours pour augmenter le nombre de greffons disponibles. Nous travaillons d'ailleurs dans le cadre d'un groupe de travail avec la DGOS sur l'organisation du prélèvement. Par ailleurs, nous finançons sur des crédits spécifiques des machines à perfusion des reins et des planches à masser pour équiper les camions de SAMUSMUR. Je pense qu'il est absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas accepter la situation que j'évoquais au début de mon propos concernant la situation de l'attente de plus de 3000 patients attendent une greffe ici dans la région sans agir pour pouvoir effectivement trouver une réponse à l'attente de ces patients. Je suis convaincu que ce plan présenté dans ces 3 aspects, la détermination dont nous faisons preuve, dont je souhaite faire preuve, dont vous faites preuve ensemble pour lutter contre l'insuffisance rénale chronique, je suis convaincu que cette action en partenariat les uns avec les autres dans le cadre de nos responsabilités spécifiques portera ses fruits. Je voudrais en tous les cas vous remercier de m'avoir permis d'exprimer les préoccupations de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et je sais que c'est la préoccupation de nombre de mes collègues directeurs généraux d'agence et vous souhaitez une bonne poursuite de vos travaux autour d'une cause que nous partageons qui est effectivement d'améliorer la réponse apportée aux patients. Je vous remercie et je vous souhaite de bien continuer ces travaux. Monsieur le directeur, je sais que votre temps est précieux, mais
Nous permettez-vous de vous poser quelques questions? Vous avez parlé des inégalités, je vous en remercie, mais je suis même en train de me rendre compte qu'il y a même des inégalités ou des disparités dans la prise en compte de l'insuffisance rénale par les ARS. Alors je ne vous dirai pas d'où je proviens, mais je suis jaloux de l'ARS francilienne, car vous nous proposez un plan d'action, alors que dans d'autres régions, l'insuffisance rénale, et Dieu sait quel est son coût, social, psychologique et financier, ne paraît pas être non plus une priorité. Alors, vous évoquez effectivement un sujet qui d'ailleurs, à mon avis, nécessitera qu'il y ait une réflexion qui soit conduite nationalement. Les inégalités entre les régions, elles existaient bien avant la création des agences régionales de santé. Et j'ai évoqué, dans la poursuite des propos que vous avez tenus tout à l'heure, le fait qu'à l'intérieur même des régions, il y a aussi des inégalités, vous l'aviez évoqué. C'est vrai qu'il y a il y a des moyens différents selon les régions d'ailleurs. Hein, et il y a des moyens en termes d'offre de soins, mais il y a aussi des moyens en termes de compétences peut-être d'une part, mais aussi d'importance des équipes au sein des agences régionales. Nous avons le souci, et le ministère là aussi avec les directeurs généraux d'agences, d'essayer justement de consolider les actions que conduisent certains pour pouvoir être mis à la disposition d'autres. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme territoriale, on va aussi voir des agences qui vont se regrouper et cela permettra sans doute d'apporter des réponses. Ce que nous lançons dans une région, et l'Île-de-France de ce point de vue peut promouvoir un certain nombre d'actions, nous souhaitons effectivement que cela puisse être développé dans d'autres régions. Il s'avère que moi j'ai la chance, je vais sans doute les faire rougir, mais d'avoir des collaboratrices qui sont quasiment des militantes de la réponse à l'insuffisance rénale chronique. Et c'est vrai qu'un directeur d'agence ne peut pas non plus élaborer un plan ou s'exprimer sur un plan que nous avons élaboré collectivement sans qu'il y ait en effet des hommes et des femmes dans les équipes qui ont cette préoccupation, je dirais presque quasiment au quotidien. Je l'imagine, mais on est à l'époque de la délocalisation, donc je vais prendre des adresses. Bref, je laisse donc bien sûr... Mais enfin, je sais en tous les cas, y compris d'ailleurs les membres de l'équipe de l'agence participent à la réflexion au niveau de la DGOS, mais c'est vrai que les initiatives que nous prenons dans une région ont aussi vocation à être diffusées ailleurs. Mais ça remet à l'ordre du jour le lancement d'un plan national insuffisance rénale, par exemple. Là, je fais aussi appel à nos amis des associations. Bref, des questions. J'imagine que vous avez quelques questions. Ouais, oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis l'association IRG France. Et comme on parlait d'inégalité, j'en ai observé une dans votre propos. Vous n'avez pas cité le nom de notre association dans tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Par exemple, nous sommes présents dans une vingtaine d'hôpitaux pour participer à des tests de dépistage de l'insuffisance rénale. Bon, il serait bon que ce soit aussi cité, parce que si vous citez quelques associations, il faut les citer toutes. Contact. Deuxièmement, mais cela vous a permis en tous les cas de vous exprimer vous-même. Je vous aurais cité, peut-être que vous n'auriez pas éprouvé le besoin de prendre la parole, donc c'est peut-être très bien. Si, j'aime bien prendre la parole. Alors je n'ai pas besoin, comme un ancien ministre... Non mais vous avez raison, il y a effectivement plusieurs partenaires. Et deuxièmement, pour parler des agences régionales de santé, on se réjouit de leur création, bien sûr, tout en se demandant un peu à quoi elles servent, d'ailleurs. Et ce serait très bien si ça s'accompagnait d'une amélioration de ce qui se passe dans les hôpitaux de France. Hein. Parce que nous constatons, comme tout le monde, et bon, et ça j'enfonce les portes ouvertes, que l'hôpital en France est en déshérence complète. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, monsieur.
Bon, vous devez sans doute porter des témoignages que vous vivez personnellement. D'abord, à quoi servent les agences régionales de santé? Eh bien, justement, à essayer de construire avec les différents partenaires des réponses qui soient adaptées à des situations qui sont différentes selon les régions. Je vous laisse naturellement l'appréciation que vous portez sur le fait que les hôpitaux français sont en déshérence. Je pense que c'est une critique qui n'est pas juste. C'est pas une critique, monsieur, c'est une constatation. Malheureusement, oui, c'est ce qu'on constate. On constate qu'il y a moins d'infirmières qu'elles ne sont pas payées, moins de médecins qui ne sont pas payés, moins de les gens qui étudient la médecine dans les hôpitaux font des 90 heures semaine et ne sont pas payés, etc. etc. Non, écoutez, bon... Enfin, mais il y a des médecins ici. La parole est libre, je suis désolé. Oui, heureusement, hein, heureusement encore. Écoutez, monsieur, bon, vous exprimez, vous avez votre point de vue là-dessus. Parce que je suis en colère et je me demande... Je vois que vous êtes en colère. Si vous êtes en colère, vous avez certainement des raisons d'être en colère. Je vous dis, monsieur, que... Il y a certainement des imperfections. Je ne dirais certainement pas que l'ensemble de notre système... Interrogez les médecins qui sont ici. Voilà. Je ne dirais certainement pas que notre système de santé en France est absolument parfait. Ne dites pas que les gens ne sont pas payés, etc. On est dans un système qui est fondé sur la solidarité nationale. Je voudrais vous le rappeler. C'est vos cotisations qui permettent de financer ce système. Nous ne sommes pas, monsieur, comme dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Espagne, qui a vu au cours de ces dernières années voir les dépenses de santé diminuer. Nous ne sommes pas dans cette situation. En France, nous avons décidé de continuer d'augmenter chaque année l'argent qui est mis par la solidarité nationale au service du système de santé. Et heureusement. Qu'il y ait des... ne dites absolument pas à ce moment-là qu'on diminue les crédits accordés au système de santé. Je n'ai pas dit qu'on les diminuait. Je dis peut-être qu'ils sont mal répartis, monsieur. C'est tout. Voilà, c'est tout. On va passer à une autre question. Alors, on l'a vu ce matin, les moteurs, la nourriture, le sexe et les compliments. Donc maintenant, une question plutôt du côté compliments. Non. Moi, j'aime bien le débat. Ça permet de rappeler un certain nombre de choses. Monsieur Platé, ancien président FNER Île-de-France, j'approuve votre plan pour les prélèvements au niveau de la transplantation et j'aurais, disons, une proposition alternative à faire. Il faut, pour essayer de conserver un maximum de greffons fonctionnels. Aujourd'hui, les équipes de transplantation se trouvent avec des cohortes très importantes de transplantés à suivre. Peut-être qu'il faudrait aider ces équipes de transplantation en augmentant le nombre de néphrologues qui suivent tous ces transplantés, puisque perdre un greffon d'un transplanté, c'est retour en dialyse et un futur candidat à être réinscrit en transplantation dans quelques temps. Et une deuxième question, vous avez parlé des différences entre départements franciliens. Alors moi, je pense qu'il y a un gros combat au niveau du... puisqu'il y a presque un tiers des nouveaux insuffisants rénaux qui sont d'origine diabétique, je crois qu'il y a un combat à mener dans ce domaine-là également. Absolument, j'y ai fait une partie allusion. Sur la première partie de votre intervention, vous pointez un vrai problème d'organisation de l'ensemble, à la fois des prélèvements et des équipes de greffeurs. Nous avons à la fois un problème d'insuffisance de greffons et puis nous avons aussi un travail que nous conduisons d'ailleurs avec les équipes pour pouvoir mieux organiser la relation qui s'établit entre le prélèvement et les greffes. Et ça, c'est un travail qu'il nous faut conduire avec les équipes elles-mêmes, en effet. S'il vous plaît, alors, pour deux dernières questions et en respectant le principe de la parité... Je regarde Madame Mignon. Donc, je laisse la parole à Isabelle Tostevin. Deux hommes. Oui, moi, je voulais vous remercier pour votre présence et souligner que on a peut-être de la chance, effectivement. Vous avez de la chance, mais nous aussi, pour les équipes, vos équipes médicales à l'ARS. Et moi, je voudrais témoigner parce que
Aux côtés de l'AIRG et de la FNER, hier, on a vu 150 personnes à la Pitié-Salpêtrière et il y a un de vos médecins de l'ARS qui est resté toute la journée. Donc c'est vrai que l'hôpital vit des mutations, on est dans des turbulences, ça c'est vrai que c'est compliqué, mais j'avoue que cette année, je me sentais vraiment soutenue, alors merci. Merci en tous les cas de votre témoignage, surtout merci pour les équipes, les représentants d'ici. Madame, et comme on vient d'avoir un compliment, vous avez le droit à... Micro. Ah si. Bonjour. Oui, je voulais juste témoigner, c'était ni un compliment ni une critique, et je ne suis pas une association, je suis simplement une donneuse vivante. Et je voulais vous demander, dans le cadre, on manque de greffons, on sait qu'on peut vivre avec un seul rein. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Il y a eu une campagne de l'Agence de la biomédecine, il me semble, en octobre 2013. Est-ce qu'une nouvelle campagne sur le don de reins vivants, enfin du vivant, pourrait être de nouveau envisagée? J'ai évoqué tout à l'heure dans notre troisième axe que j'ai cité à propos du plan d'action que nous développons, que nous sommes en train pour le moment, en tous les cas, de faire une espèce une évaluation des raisons qui nous conduisent en Île-de-France à avoir insuffisamment de greffons et bon, une campagne pourrait tout à fait être pertinente. Simplement, c'est pas seulement, elle est nécessaire pour sensibiliser, c'est pas simplement la sensibilisation. Monsieur a fait allusion effectivement à l'articulation entre les équipes de préleveurs et les équipes de greffeurs et l'organisation effectivement plus cohérente à mettre en place. Donc c'est un plan d'ensemble qu'il nous faut en effet développer et c'est bien notre intention, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais vous avez raison, il y a d'abord une connaissance de la possibilité qu'il y a de donner son organe qui doit être aussi développée. Tout à fait, je l'ai cité tout à l'heure, absolument, vous avez absolument raison, et même en France, l'Île-de-France est en retard par rapport à d'autres régions. Alors il y a des explications qui sont diverses, sur lesquelles il nous faut travailler pour pouvoir corriger cette situation.